Bonjour à tous, bienvenue sur CLTV pour la semaine de l'économie. Nous abordons aujourd'hui la question de la transition écologique des entreprises et singulièrement en Charente. Pour en parler aujourd'hui, nous accueillons sur ce plateau Jérôme Sourisseau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes président du Grand Cognac. Nous allons revenir ensemble sur un dispositif d'accompagnement que vous proposez aux entreprises. Emmanuel Crigeon, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes directeur général de la chaudronnerie L'Espinasse et vous allez témoigner de ce programme que vous suivez donc depuis le mois de septembre. Absolument. Et également avec nous, monsieur Jean-Charles Vicard, bonjour. Bonjour. Vous êtes président directeur général du groupe Vicard et également président de l'Union patronale. Jérôme Sourisseau, je commence avec vous en quelques mots. Est-ce qu'on peut rappeler d'abord ce que représente le Grand Cognac en termes industriels ? C'est un secteur évidemment très industriel, porté par la filière Cognac qui fonctionne extrêmement bien, qui est une filière très dynamique, en croissance constante depuis de nombreuses années et avec des perspectives de croissance encore importantes. C'est plus de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 17 000 emplois hors viticulture, donc vraiment une filière extrêmement dynamique. Mais derrière le mot cognac, c'est toute une chaîne de valeur puisque c'est la tonnellerie, la cartonnerie, la bouchonnerie, le marketing, le design, etc. Donc c'est vraiment toute une filière qui porte le secteur, qui porte le Grand Cognac. Il y a aussi un petit peu d'aéronautique. Et alors évidemment, à côté de ça, il n'y a pas que la filière des spiritueux, il y a l'aéronautique, c'est un peu plus de 400 emplois sur le territoire de Grand Cognac. Donc une région qui pèse lourd en Charente. Et pas qu'en Charente d'ailleurs, parce que, y compris en Nouvelle-Aquitaine, puisque ça représente plus de 2 milliards dans la balance commerciale, donc c'est quelque chose qui est extrêmement important. Alors aujourd'hui justement, quel est l'enjeu pour toutes ces entreprises d'entamer une transition vers le développement durable ? Mais l'enjeu, c'est à chaque crise, malheureusement, les crises font avancer. Et avant, il y avait des personnes qui étaient précurseurs, avant-gardistes, qui avaient envie de s'investir dans ce champ-là, plus par conviction parfois, avant d'y voir un intérêt même financier. Et puis aujourd'hui, les choses s'accélèrent complètement. Et on voit que les entreprises, d'un sujet qui pouvait être reposé simplement sur des convictions, est aujourd'hui une absolue nécessité de revoir complètement le modèle. Et en même temps, c'est une démarche passionnante, c'est ce qu'on entend dans la bouche des chefs d'entreprise, parce que ça amène à revoir toutes les étapes d'un mode de production, de réfléchir sur le moindre détail, et du coup, pour un gain énergétique, mais pas uniquement. Parfois, ça permet aussi de gagner dans l'organisation du travail, dans le bien-être au travail, et donc c'est des vraies révolutions qui sont en train de se produire. Donc au Grand Cognac, vous proposez donc ce programme opérationnel d'accompagnement des entreprises. Il date de quand concrètement ? Eh bien, il y a quelques années que nous avons lancé ça, parce que nous, en tant qu'acteurs économiques, en tant que responsables du développement économique de proximité, c'est le rôle d'une communauté d'agglomération comme Grand Cognac, on essaye non pas d'accompagner trop à la création, etc., parce qu'on a un tissu économique qui est plutôt dynamique. Aujourd'hui, on a un taux de chômage qui est plutôt bas, donc on n'est pas trop dans la recherche de nouvelles entreprises. L'écosystème fonctionne bien tout seul. Par contre, on accompagne sur les transitions. Et la transition énergétique, écologique, est évidemment quelque chose sur lequel on est mobilisé. Donc on a créé ce dispositif qui, pour les entreprises candidates, aujourd'hui il y en a une dizaine à peu près dans la session. Donc c'est un diagnostic qui est fait en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie, un diagnostic précis, pointu de tous les postes au sein de l'entreprise. Puis ensuite il y a un plan d'action qui est mis en œuvre. Beaucoup d'échanges de pratiques, parce que souvent les bonnes idées, et là il y a Jean-Charles Vicard qui est quelqu'un qui a toujours eu notamment des bonnes idées, et il faut les mutualiser, les faire savoir, parce qu'il n'y a parfois pas besoin d'inventer des choses extraordinaires. En fait, quelqu'un a déjà pensé à cette étape, et donc tout cela, ça fait un groupe assez dynamique, et qui amène le chef d'entreprise à avoir à la fin un plan d'action à mettre en œuvre pour progresser sur ce champ-là. Donc concrètement, il y a 2 parcours distincts. Le programme déchets matières et le cycle de petit déjeuner, c'est 2 choses en parallèle ou qui C'est 2 choses en parallèle mais qui sont conjointes, c'est-à-dire que le cycle c'est un parcours plus long puisqu'on va faire le diagnostic et on rentre dans l'entreprise, on est d'abord un plan d'action avec le chef d'entreprise. Les petits déjeuners sont des moments de sensibilisation, d'information, je dirais pour donner envie à passer à quelque chose de plus structurant. Alors Emmanuel Crigeon, vous êtes intégré à ce programme depuis le mois de septembre. Tout à fait. Donc je rappelle que vous êtes directeur général de la chaudronnerie L'Espinasse qui est installée à Yersac, c'est ça ? Tout à fait, depuis le mois de juillet de cette année. Alors en 2 mots, d'abord pour bien comprendre, parlez-nous un petit peu de votre activité. Justement. Alors l'entreprise L'Espinasse, c'est une société qui a maintenant plus de 25 ans d'existence. C'est une société qui a été rachetée il y a 4 ans. Nous sommes
30 collaborateurs à peu près en moyenne sur l'année. Nous sommes spécialisés dans la tuyauterie, la chaudronnerie, la mécanique, la maintenance industrielle, le dépoussiérage. 50% de notre chiffre d'affaires se situe aujourd'hui sur, on va dire, la région Cognier-16. Et puis le reste, ça se situe sur le département de la Charente, voire les départements limitrophes, voire même sur certains créneaux d'activité sur le territoire national. Aujourd'hui, nous avons intégré ce programme effectivement de valorisation de nos déchets parce qu'il y avait effectivement un besoin de réfléchir à la chose et de se poser des questions qui sont un petit peu dans l'air du temps, la transition écologique, les choses comme ça. Et effectivement, c'est les outils aujourd'hui que nous a apporté l'Aglo Grand Cognac nous permettent de nous poser, d'établir un diagnostic, effectivement, puisqu'il y a des outils qui nous ont été mis à disposition, et de par le fait de réfléchir sur une amélioration de ces problématiques que nous avions finalement au quotidien et de nous positionner là-dessus. Alors vous me disiez, vous produisez essentiellement des déchets ferreux, c'est ça? Donc l'enjeu, j'imagine, c'est de les valoriser? Absolument. Alors les déchets ferreux, c'est pas la difficulté première, puisque effectivement il y a des créneaux qui existent aujourd'hui. La problématique, c'était sur ce qu'on va appeler les déchets, on va dire dangereux, tout ce qui va être résidu de peinture, parce que notre activité nécessite malheureusement à certaines étapes de faire de la peinture, soit liquide, soit en poudre, puisqu'il y a une filiale de notre groupe qui travaille exclusivement sur de la peinture poudre. Et cette problématique-là, c'était effectivement la valorisation des déchets finaux sur ce type de produit. Pas les ateliers, mais le programme qui a été mis en place par les Grands Cognac nous a permis à la fois de nous positionner, de faire un diagnostic et finalement d'émettre une simple idée qui était de mutualiser nos déchets pour avoir une puissance et je dirais quand on va voir les majors qui sont Suez, qui sont Veolia ou autres, Qualitum ou que sais-je, petit acteur qui s'appelle la société Lespinasse, n'avait pas un pouvoir particulier quand je m'adressais à ces gens-là. Si j'arrive avec 10 de mes confrères et avec une capacité et une quantité de produits suffisante, là, effectivement, les portes s'ouvrent. Donc, ça solutionne effectivement énormément de problématiques. Monsieur Sourisseau, justement, est-ce que vous voyez un petit peu une dichotomie entre les PME et les grands groupes dans la prise en charge de ces sujets? Est-ce que peut-être les PME sont plus agiles? Alors forcément un peu plus d'agilité, mais aussi parfois plus de complexité, parce que moins de moyens, il n'y a pas de... Dans les grands groupes, on peut avoir des personnes un peu dédiées complètement à ça. Dans une petite structure, tout le monde doit y contribuer, et en particulier le chef d'entreprise qui doit mouiller la chemise au départ. Donc les choses ne sont pas si automatiques. Mais ce qui est intéressant, nous, ce qu'on observe sur le Grand Cognac, c'est qu'on a deux choses. D'abord, le cognac est un process industriel très long. Donc ce qui sera sur les marchés dans 7-8 ans, c'est maintenant. Et quand on voit les attentes des consommateurs sur les enjeux environnementaux, ça oblige tout le secteur à être très avant-gardiste et aller encore plus vite, parce qu'en fait on parle de ce qui sera sur le marché dans 7-8 ans, quoi. Ouais. Et par ailleurs, les grands groupes sont très mobilisés et essayent d'accompagner autour d'eux, parce que quand on vend un produit, c'est l'ensemble de la chaîne qu'il faut regarder, si la responsabilité sociétale a été mise en œuvre, si les transitions ont été abordées. Donc on a aussi des dynamiques où les grandes structures accompagnent, incitent les plus petites, les plus modestes, parce qu'à un moment donné, elles interviennent dans le process d'élaboration du produit final. Donc il faut que toute la chaîne soit mobilisée. Justement, on n'en a pas parlé, mais toutes les entreprises du Grand Cognac sont-elles éligibles au dispositif PME comme groupe un peu plus... Non, on s'adresse spécifiquement aux TPE, PME. D'accord. Jean-Charles Vicard, bonjour. Enfin, rebonjour. Alors, vous, votre cœur de métier, c'est la tonnellerie. Vous pouvez nous en dire quelques mots? La tonnerie, métier ancestral qui utilise des chaînes qui sont bicentenaires la plupart du temps. Donc c'est travailler des générations avant et il va falloir travailler pour des générations derrière pour replanter tout ça. Donc avec une part de déchets important. Parce que dans un arbre, il y a de l'écorce, il y a le cœur, il y a de l'aubier qui n'est pas bon pour faire des barriques. Et donc depuis très longtemps, il faut se poser la question de retraiter le déchet avant d'en avoir de trop. Donc ça, c'est quelque chose qui était un peu ancré dans la tonnellerie. Le fait d'intégrer les métiers en amont, ça m'a permis également de pouvoir bénéficier plutôt de ce déchet, donc de réfléchir à comment le transformer. Donc le déchet vert dans un premier temps, et puis après quand on fabrique les barriques, on a ce bois qui sèche
sur notre parc à l'air libre, et ensuite on va faire des déchets secs, des copeaux de bois secs, et ces déchets-là vont être transformés différemment. Donc plutôt la plaquette forestière qui va contribuer au chauffage en amont avec le déchet vert, et puis le déchet sec, ça va contribuer plutôt à faire du pellet, aujourd'hui qui est très demandé. Donc on a travaillé là-dessus depuis un certain temps. On n'a pas attendu la mise en place de nos têtes au gouvernement de cette transition. On a commencé il y a une vingtaine d'années à travailler sur comment recycler nos déchets et le valoriser en interne pour faire tourner nos foyers de cuisson de barriques. Donc tout ça, c'est pensé depuis un certain temps. Oui, on entend ça. Donc vous misez notamment également sur la cogénération. Alors je ne suis pas sûre que tout le monde sache ce que c'est. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors la cogénération, en fait, c'est faire de l'électricité avec un déchet. Hein. Donc aujourd'hui, par exemple, le déchet me sert à chauffer les barriques. J'utilise la vapeur pour cintrer les barriques. Donc pour faire de la vapeur, il faut une source de chaleur. Donc j'ai une grosse chaudière de 2,5 MW qui me permet de passer beaucoup de déchets verts de la partie méandrie. Et j'ai travaillé pour essayer en amont pour essayer de récupérer aussi de la chaleur fatale de mes foyers de chauffe. Donc en fait, j'économise en récupérant cette chaleur fatale de mes foyers de chauffe, j'économise de la puissance de chaudière qui me servait à produire cette vapeur. Et le fait de libérer la puissance de ma chaudière, j'y ai greffé une turbine vapeur qui permet de fabriquer l'électricité. Donc c'est arriver avec du déchet à faire de l'énergie électrique. Donc là, j'imagine en pleine crise énergétique, vous regrettez pas ce choix entamé il y a quelques années? Non, je regrette pas, mais tous ces investissements-là sont coûteux. Aujourd'hui, on a des aides du Grand Cognac, oui, mais aussi de la région. La Nouvelle-Aquitaine fait pas mal de choses pour les entreprises, mais il y a quand même beaucoup de ces process-là qui sont coûteux, et donc on a des retours sur investissement qui sont très très longs, voire encore difficiles à amortir pour la plupart des entreprises qui les mettent en place. Hein. Et puis c'est la synchronisation de tout ça, parce qu'il faut que nos services, on parlait de travail en équipe, ça c'est super important, et pour travailler sur les process, et pour arriver à concentrer ces déchets qui vont devenir peut-être demain la matière première de certaines entreprises. Donc c'est d'arriver à travailler vraiment en concertation, en équipe, pour pouvoir arriver à faire des choses et pouvoir bénéficier d'aide et pouvoir faire que demain ce soit tout le monde puisse le mettre en place. C'est-à-dire que audit énergétique, moi c'est comme ça que j'ai commencé, audit énergétique pour n'importe quelle entreprise qui veut initier la démarche. Et puis derrière, c'est compter. Moi, j'ai 12 compteurs aujourd'hui qui m'analysent les pertes d'énergie à différents process. Et puis derrière, mettre en place des choses qui vont permettre de réduire les consommations d'énergie à tous les niveaux. D'accord. Monsieur Sourisseau, sur le verdissement des entreprises, on l'entend. Est-ce qu'elles y viennent, selon vous, aujourd'hui majoritairement par choix, par conviction ou par obligation en fait, face à la crise? Ce que je disais tout à l'heure, de conviction il y a quelques années, aujourd'hui par nécessité, nécessité financière, mais également nécessité de responsabilité par rapport aux grands enjeux du moment. Donc je crois qu'aujourd'hui, on a... À chaque crise, on progresse. Il y a quelques années, la souveraineté alimentaire n'était pas un sujet parce que le monde était ouvert et donc il n'y aurait jamais de soucis. La crise du Covid, la nécessité de retrouver un petit peu la main sur son destin, d'avoir des médicaments, etc. Donc à chaque crise, finalement, la société progresse. C'est triste, mais il faut passer par là. Et là, aujourd'hui, la crise énergétique, le monde dans lequel on vit, l'inflation, etc., amène l'intelligence collective à s'adapter, l'être humain à s'adapter, et donc à aller encore plus vite. Alors heureusement pour le coup, il y en a qui ont démarré plus tôt, donc qui servent aussi de tuteurs, d'exemples, pour éviter les écueils, tant qu'à faire d'être tout de suite plus efficace. Donc heureusement qu'il y a ces gens qui ont commencé par conviction, mais aujourd'hui je crois qu'il y a une vraie prise de conscience, et puis on assiste vraiment à, je pense, à une révolution par rapport à ça, et c'est toute l'approche de l'acte de produire qui est en train d'être modifiée profondément.
Et justement, on le disait plus ou moins, mais aujourd'hui avec la crise, il y a des investissements de décarbonation qui, avant la crise, n'étaient pas rentables et le deviennent subitement. Ça aussi, ça entre en ligne de compte, je pense. Tout à fait. Alors, c'est important de le dire et il va falloir là aussi que le système bancaire s'adapte parce que alors, c'est une rentabilité qui est aujourd'hui plus rapide, mais Jean-Charles l'a dit tout à l'heure, c'est encore des investissements lourds souvent si on veut aller assez loin dans le process. Et on entend par-ci par-là des fois des banques qui sont assez frileuses encore sur ces investissements lourds parce que le changement de modèle, aujourd'hui on a un effet conjoncturel, il est probablement plus structurel que conjoncturel sur le coût de l'énergie, mais les investissements lourds pour l'approche environnementale, parfois les banques ont du mal à suivre. Il faut vraiment que ce soit tout l'écosystème qui accompagne les entreprises qui ont envie d'aller dans cette transition. Et est-ce que c'est un sentiment que vous avez eu tous les deux peut-être... Ah, totalement. Oui. Moi, nous intervenons sur moult installations où effectivement il y a de la rationalisation de l'énergie, la pose de compteurs, que ce soit vapeur, électricité ou gaz. Aujourd'hui, c'est effectivement avec cette crise, effectivement, c'est devenu une nécessité et qui trouve tout son sens dans le fonctionnement quotidien. Aujourd'hui, c'est rationaliser les process pour faire en sorte qu'énergétiquement, en termes de déchets, on valorise ça au maximum. Donc effectivement, on est passé de l'état, je dirais, d'une situation en disant, quelque part, c'est un peu du luxe, à aujourd'hui, par rapport au coût de l'énergie, à une nécessité absolue. Jean-Charles Vicard aussi sur la problématique du financement de ces investissements. Ce que vous avez ici, si l'entreprise est en bonne forme, elle a les moyens elle se donne les moyens d'investir et surtout c'est une philosophie qui n'est pas comme ça. Donc c'est du travail en amont. C'est une philosophie, on pense recyclage, on pense revalorisation du déchet. Aujourd'hui, moi je suis certain que le déchet de chêne, c'est une matière très noble et au lieu d'en faire de la plaquette forestière, on pourra aller plus loin, c'est-à-dire le faire sécher et transformer en pellet. On arrive à traiter un morceau de bois différemment, hein, même un tout petit morceau. Aujourd'hui, avant on ne se posait pas la question, on le broyait et on l'envoyait au chauffage. Aujourd'hui, on arrive à faire du mobilier. Enfin, le moindre petit morceau de bois aujourd'hui qui a 150 ans, il faut le traiter précieusement. En fait, il s'agit presque de repenser vos métiers, presque. En termes de recrutement, il y a des experts qui... Exactement, c'est repenser une partie de notre métier, c'est repenser aussi les ressources humaines. Il faut qu'on s'entoure et qu'on arrive à attirer sur le territoire des compétences nouvelles. Et ça, c'est super important. Hein. Ça, c'est mon rôle depuis 3 ans avec le MEDEF, c'est d'essayer de convaincre des jeunes, des ingénieurs qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un œil plus averti sur comment retraiter ces déchets, que faire, quel process mettre en place. Donc c'est vraiment attirer les jeunes sur notre beau territoire et travailler ensemble pour arriver à être performants ensemble avec le traitement des déchets. Et j'imagine aussi qu'il y a une forme de curiosité aussi peut-être au sein de l'Union patronale, peut-être d'entreprises qui viennent vous voir et qui sont preneuses aussi de conseils, de partage d'expérience sur ce que vous avez, le parcours en termes de transition. Oui, alors effectivement, moi j'invite tout le monde là, maintenant qu'on s'est pas mal abouti, donc de venir voir. Si les entreprises se posent des questions, si elles ne savent pas comment s'y prendre pour démarrer cette philosophie, cette volonté de se mettre à la page, on va dire, hein, c'est de venir le constater sur le site. C'est toujours plus facile d'en parler en voyant plutôt que d'en parler en plateau. Comme ça. Beaucoup plus facile à convaincre. Et puis de voir de ses propres yeux, ça motive d'autant plus à rentrer dans la démarche. Bien sûr. Monsieur Sourisseau, est-ce qu'une entreprise peut aujourd'hui persister à ignorer cette nécessité de transition écologique? Est-ce qu'il y en a qui restent hermétiques? Il y a de tout, donc il y aura toujours des réfractaires qui iront jusqu'au bout de la logique, mais ça devient extrêmement marginal. Je pense que ce n'est pas significatif. Donc Jean-Charles Vicard, on entendait, pour vous, l'essentiel, c'est de se lancer, quoi, au bout d'un moment. L'essentiel, c'est de se lancer quand on a les moyens, hein, parce que ça reste un coût, et on en parlait tout à l'heure, c'est encore des choses qui s'amortissent pas très vite. Donc je pense que demain, très vite, il y aura les entreprises auront un bilan carbone, seront notées. Il y en aura qui sont créditrices carbone, d'autres débitrices. Donc on vendra du crédit carbone à des entreprises qui en ont besoin. Donc je pense que la démarche va s'accélérer et qu'il ne faut pas rester en marche. Donc super important de se lancer, hein, avec ses moyens.
il y a des choses impératives à faire d'entrée. On parlait d'un audit énergétique, c'est de savoir d'avoir un état de son entreprise avant le démarrage et puis d'y aller progressivement, de compter son énergie. Donc ces compteurs-là sont super importants. Pour des fois juste décaler un horaire de démarrage de production. Tout simplement, des machines qui ne démarrent pas ensemble, des choses toutes simples qui font que c'est des sommes de petits détails qui vont compter à la fin. Emmanuel Créjean, peut-être au niveau des collaborateurs, c'est quelque chose qui... vous les sentez sensibles à ce genre de démarche Totalement, sincèrement, oui, tout à fait. Moi, quand on a déménagé notre entreprise au mois de juillet, donc je vous disais tout à l'heure cette année, dans la nouvelle implantation, on aurait pu se focaliser uniquement sur le process industriel avec une marche en avant de la matière première pour avoir un flux d'activité cohérent. La partie environnementale et énergétique est rentrée, a pris une part considérable dans le groupe de travail que j'avais instauré, où par exemple on a revu l'intégralité de l'éclairage intérieur de l'usine. Après, en termes toujours de flux matières premières, évidemment on a priorisé des secteurs. On a fait des secteurs parallèles qui sont moins énergivores et donc en conséquence, ça a une conséquence tarifaire en termes d'exploitation. Ensuite, au niveau du traitement des déchets, là, ça a été effectivement, je ne vais pas dire ma grande surprise, mais il y a vraiment une volonté effectivement il y a eu une volonté de mes collaborateurs et de moi-même pour se poser des questions en disant mais voilà, cette problématique-là, liée aux déchets, comment on la traite, comment on la rationalise. On a mis des systèmes de consignation qui n'existaient pas auprès de certains, par exemple, de nos fournisseurs. On recevait de la matière première, il y avait des déchets de bois, comme disait M. Vicard tout à l'heure, ça partait au tout venant. Et ben maintenant, on a instauré avec ces fournisseurs-là de dire la palette que tu me donnes, que tu achètes finalement indirectement, on la recycle, on la consigne, on la renvoie au fournisseur. Donc c'est un cercle vertueux et pérenne. Donc à partir de là, c'est effectivement cohérent et il y a vraiment une volonté avérée en tout cas je parle au niveau de mes collaborateurs et de moi-même pour passer dans cette idéologie-là. Jérôme Sourisseau, peut-être on l'entend, c'est important pour les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Est-ce qu'également, on a l'impression aujourd'hui que les jeunes qui veulent intégrer une entreprise, ils se posent aussi la question de savoir si cette entreprise est dans une démarche de développement durable. C'est quelque chose qu'ils n'ignorent plus et qui compte pour l'image de l'entreprise et son attractivité. Ça fait partie des grandes transitions qu'on est en train de vivre. L'approche au travail est différente et les jeunes cherchent du sens dans l'emploi qu'ils vont avoir et l'investissement sur la transition, le télétravail, il y a un ensemble de choses qui sont aujourd'hui les premiers critères quand on veut recruter un jeune, qui passe même devant souvent la rémunération. On est parfois un peu surpris, mais effectivement il y a cette volonté de trouver ce sens-là. Et d'ailleurs, pour rebondir aussi, où il y a un manque aujourd'hui, c'est dans la formation, parce que derrière c'est des nouveaux métiers, des économes de flux, des énergéticiens, etc. Et on en manque aujourd'hui et il y a besoin de s'investir dans cette formation-là, parce que toutes les entreprises cherchent du conseil, ont besoin d'accompagnement et il y a des postes non pourvus parce que l'offre n'a pas encore suivi la transition qu'on est en train de vivre et donc la nécessité d'avoir beaucoup de compétences. On va terminer sur ces mots. Merci d'être venu témoigner, échanger. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur CLTV. Merci.